qu'on a eu dans 80% des cas. Ceux qui ont investi en France il y a quelques années perdent quelques milliers d'euros. Parce qu'ils n'ont pas le temps, soyons clairs. Aujourd'hui, chez Optimimo, la plupart de nos clients sont des personnes qui travaillent. Donc, ils n'ont pas le temps. Pour eux, l'immobilier, c'est une source de diversification des revenus. Sauf que les conseillers ne sont pas les payeurs. Ils ont demandé conseil à un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, factuellement, quand ils tirent le trait avec eux, ils se rendent compte que, en effet, ils vont perdre 10, 15, 20 000 euros par an. Bonjour à tous et bienvenue sur ce premier épisode du podcast Optimimo. Ici, on parle d'immobilier, de stratégie, de conseil et de manière générale d'investissement. Aujourd'hui, on est avec Damien Rimbaud, mon associé et cofondateur d'Optimimo. Donc, ce que je te propose, c'est de te présenter succinctement et puis on est parti. Bonjour Romain, bonjour à tous. Je te remercie, c'est la première fois qu'on va réaliser cet exercice, ce podcast. Je me présente, donc Damien, j'ai 38 ans, je suis père de 2 petites filles, je suis résident étranger. Je suis français, mais je ne réside pas ici, j'habite en Suisse. Je suis également investisseur immobilier. J'ai investi pas mal de biens, donc on va dire sur le Grand Ouest, région parisienne, sur Nantes, sur Bordeaux et Toulouse. Et nous sommes donc cofondateurs, tous les deux, de la société Optimimo, qui vise à accompagner nos clients pour optimiser leurs investissements immobiliers. Je vais me présenter également, donc Romain Vaillant. Donc moi j'ai 22 ans et pour la petite histoire, moi j'ai commencé l'IMO à contrario de toi avec zéro, avec un modèle assez particulier qui était celui de la conciergerie et de la sous-location. C'est aussi un petit peu dans ce cadre-là qu'on s'est rencontrés. Parce que si tu te souviens bien, c'est juste un appel Le Bon Coin sur une annonce que tu avais pour un loft vraiment atypique. On vous mettra les inserts directement. Donc comme quoi, tu vois, la vie fait bien les choses. C'était intéressant cette rencontre. Je m'en souviens parce que c'est vrai que l'immobilier, on dit toujours, oui, on va gérer des biens, on va avoir affaire à des banquiers, etc. Oui, certes, c'est vrai. Mais en fait, on a affaire aussi à des locataires lorsqu'on a la gestion en direct, ce qui est partiellement mon cas. J'ai aussi l'opportunité donc de rencontrer en fait pas mal de locataires, de prospects. C'était ton cas, c'est le cas de beaucoup d'autres. Et puis j'ai l'opportunité d'avoir un panel de biens un peu différents, que ce soit des petites surfaces et puis des plus grandes. Pour toi, pour le coup, toi tu étais intéressé par mon loft, donc qui était plutôt atypique. C'était intéressant pour ton activité. Et puis, ça fait quelques années qu'on s'est rencontrés et depuis, on s'est jamais lâché. Donc comme quoi, l'immobilier fait bien les choses aussi. On peut développer des amitiés naissantes. C'est clair. Et j'avais une question justement pour toi, parce que de par ton parcours, je sais que tu as beaucoup voyagé, tu as souvent été expat, tu as travaillé à l'étranger. Et est-ce que tu as quelques conseils justement sur les gens qui, potentiellement comme toi, ont pu cotiser dans plusieurs pays différents et qui peuvent se poser des questions sur justement la retraite, ce genre de choses? Est-ce qu'il y a des façons de sécuriser? Qu'est-ce que tu as à dire en fait par rapport à ça? Alors, c'est délicat. J'ai une situation qui est un peu particulière. J'ai eu l'opportunité de beaucoup voyager, d'échanger très tôt. Je me suis intéressé à l'immobilier. Pourquoi? Tout simplement parce que j'avais envie de voyager. J'avais envie d'être expatrié, de partir. Et évidemment, donc, quand vous allez travailler à l'étranger, c'est souvent en contrats locaux. Les contrats d'expatriation se font de moins en moins. Donc, qui dit contrat local fait que vous allez cotiser dans des pays différents. À partir du moment où vous commencez à cotiser dans plusieurs pays, vous vous posez la question de votre retraite. Parce que c'est déjà compliqué en France. On sait quelle est la situation économique du pays. Donc, quand vous cotisez dans plusieurs pays, forcément, vous avez au bout d'un moment cette petite lumière qui vous dit « Ah, et aujourd'hui, tout va bien. Et dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce qui va se passer pour moi ?» Ça a été le déclic. Après, vous avez plusieurs sources de diversification. Vous avez donc la bourse, la crypto-monnaie ou l'immobilier, la pierre. Pour les 2 premiers, j'étais pas forcément, bien entendu, pour la bourse, j'avais quelques attraits, mais j'avais beaucoup plus d'attraits pour la pierre. La crypto-monnaie, je l'ai mis de côté très très vite, n'étant pas forcément
fan de tout ce qui va être dématérialisé complètement. Je le voyais plutôt comme un outil très, très de grande spéculation. Et donc, je me suis très vite tourné vers la pierre, vers les buildings anciens, qui sont là depuis une centaine d'années, et qui seront encore là dans une centaine d'années. Tu as besoin de te positionner sur quelque chose de palpable, quoi. Oui, exactement. Et puis j'aime la belle architecture. J'aime les beaux bâtiments. C'est aussi le fait d'être investisseur, le fait de se dire je vais investir dans un bâtiment, c'est le fait de se dire je vais m'investir et je vais aussi conserver une forme de patrimoine. Et ça, c'est vrai que c'est ce qu'on dit souvent à nos clients. Il y a une forme de fierté aussi associée à ça. Maintenant, pour répondre à ta question, pourquoi est-ce que je me suis tourné vers l'immobilier? Tout simplement parce que j'ai eu très vite envie de me poser la question de comment ça allait se passer pour ma retraite et donc de cotiser d'une manière un peu différente. C'est une forme de faire de la capitalisation. Pourquoi? Parce que une fois que le crédit est fini, c'est de l'argent que vous allez encaisser. Donc c'est un excellent moyen de préparer sa retraite. Pourquoi en France? Pourquoi pas à l'étranger? C'est possible de le faire à l'étranger, c'est toujours possible. Maintenant, les règles sont différentes dans chaque pays. Les règles pour accéder aussi à l'immobilier, au crédit bancaire, ne sont pas faciles. Là, actuellement, je vis en Suisse. L'accession à l'immobilier est très difficile. À ce jour, je crois qu'il y a 30 ou 35% de la population suisse qui a accès à la propriété en Suisse, ce qui est bien inférieur à la moyenne des pays européens. Pourquoi? Parce que le ticket d'entrée est extrêmement cher. L'apport à réaliser pour ce genre d'opération est extrêmement cher. C'est la même chose dans beaucoup de pays. Donc, suivant les conditions et les règles, ça va être différent. Donc, l'accessibilité est pas simple. Deuxième chose, c'est que moi, j'avais une règle. C'était d'investir là où j'avais un réseau. Qu'est-ce qu'on dit comme réseau? Ça va être un réseau d'artisans sur lequel on va pouvoir compter. C'est pas de se dire oui, j'ai besoin d'artisans pour ma toiture, pour ceci, pour ça. Non, c'est pas ça. C'est d'avoir un réseau d'artisans qui va nous aider pour la rénovation, certes, mais qui va nous aider pour le service après-vente. C'est quoi? C'est, vous savez, ce fameux chauffe-eau qui casse le dimanche soir ou les jours fériés, ou cette panne électrique que vous avez toujours le dimanche ou les jours fériés. Petite main dont tu as besoin en fait pour gérer en fait les aléas du quotidien. C'est d'avoir des partenaires. C'est pas d'avoir des simples fournisseurs, des simples artisans. Non, c'est d'avoir des vrais partenaires sur qui on va pouvoir compter, qu'on va pouvoir contacter, sur lesquels on va pouvoir apporter un vrai service à nos locataires. Parce que c'est ce qui manque cruellement. Si vous apportez un vrai service à vos locataires, vous êtes en capacité de vous différencier sur le marché et donc de facto, ça va se savoir, le bouche à oreille fonctionne très bien, ils vont communiquer aussi sur le sujet et donc vous allez être en capacité de louer vos biens beaucoup plus rapidement, beaucoup plus facilement et des fois avec des prix un petit peu plus élevés que quelqu'un qui ne prend pas forcément soin de ces petites attentions-là. Donc je pense que c'est un plus d'avoir un réseau lorsque vous voulez investir. Et moi, c'est ce que j'ai toujours fait. C'est la raison pour laquelle j'ai investi dans le Grand Ouest, parce que c'est des villes dans lesquelles j'ai vécu, et donc j'avais la possibilité de mettre à disposition ces ressources. Et quels sont les pays, justement, les différents pays dans lesquels tu as pu être expatrié, dans lesquels tu as pu bosser, justement, à l'époque? Pourquoi, en fait, tu n'avais pas de réseau, en fait, dans ces différents pays pour potentiellement envisager de commencer à construire quelque chose à l'étranger? J'ai été pas mal expatrié en Afrique du Nord et j'y allais surtout pour travailler. Donc, on n'était pas... j'avais pas forcément le temps et la possibilité de construire le réseau pour pouvoir investir à ce moment-là. En Amérique du Nord, les contraintes étaient différentes. Et puis, en tant qu'expatrié, tu vas avoir encore plus de contraintes pour accéder à l'immobilier. Et encore une fois, je n'avais pas le réseau. Il y avait beaucoup de personnes qui se présentaient à moi. Mais en fait, est-ce que tu peux faire confiance ou pas? C'est difficile de franchir le pas lorsque les distances sont aussi élevées. Aux États-Unis, les distances sont très vite très, très, très élevées. Et donc, finalement, je me suis recentré sur quelque chose que je maîtrisais avec un réseau que j'ai développé. C'était la France. Et même en étant à l'étranger, eh bien finalement, vous pouvez librement investir en France parce que vous pouvez faire confiance à votre réseau. Et vous allez être supporté par ce réseau. Et il va vous aider. Est-ce que ça n'a pas été une problématique justement pour toi aujourd'hui d'être résident suisse
pour investir en France? On va dire que depuis 2-3 ans, ça l'est un peu plus. Ça l'est un peu plus. Pourquoi? Tout simplement parce que les contraintes avec les banques se sont renforcées. Vous l'avez tous remarqué, les taux ont augmenté. Le contexte géopolitique n'aide pas. Ce qui veut dire que les banques sont beaucoup plus frileuses à donner de l'argent, à financer, ce qui est normal. Et donc, elles demandent beaucoup plus de garanties. Lorsque vous n'êtes pas résident français, que vous êtes résident étranger, eh bien, forcément, ce sont des garanties en moins parce qu'elles savent qu'elles ne vont pas récupérer le salaire, etc. Alors après, il y a des possibilités en ouvrant des comptes en devises dans ces banques-là, parce que pour le coup, moi, je suis payé en francs suisses, je ne suis pas payé en euros. Et c'est aussi une contrainte supplémentaire. C'est une contrainte que vous n'aurez pas forcément si vous êtes dans un pays où il y a la zone euro, où vous pouvez discuter peut-être plus facilement avec votre banque. Et au cours de ton parcours, justement, quels ont été les différents challenges, les différentes difficultés que tu as pu rencontrer dans ton parcours d'investisseur? Est-ce qu'il y a vraiment des moments clés qui t'ont permis, en fait, si tu veux, peut-être de passer au next level, de switcher de mindset, ce genre de choses? Est-ce que tu as vraiment des moments difficiles qui t'ont permis, en fait, de te transformer en tant qu'investisseur? Il y a plusieurs éléments clés. Le premier, la première chose que j'ai en tête, c'est de ne pas accepter les idées reçues. Voilà, ça c'est la première chose. C'est quand on commence... C'est un marginal, en fait. Marginal, je ne sais pas. C'est juste de se dire, en fait, quand vous investissez, c'est comme tout, en fait. C'est de vous dire, est-ce que j'accepte de suivre toutes les idées reçues, de suivre le chemin que tout le monde, entre guillemets, va prendre, ou de vous mettre de côté et de réfléchir à un système un petit peu différent, un système qui serait peut-être plus optimal pour vous. Le chemin dit classique, bien, c'était d'écouter ce que disaient d'autres investisseurs, des banquiers, les conférences auxquelles j'allais. C'était la grande période de la défiscalisation avec certains programmes tels que le Pinel, par exemple, ou autres, qui pouvaient être pertinents pour certains investisseurs, je n'en doute pas. Et j'avais du mal à voir en quoi acheter de l'immobilier neuf, qui était assez cher, on ne va pas se le cacher. C'était logique, parce que quand vous achetez un bien neuf, vous avez peu de charges, vous avez peu de risques, contrairement à l'ancien, et puis vous avez une garantie. Donc c'est logique que l'immobilier soit un peu plus cher. Et maintenant, c'était des programmes de défiscalisation qui étaient assez chers, sur lesquels les loyers étaient capés, sur lesquels donc, vous ne pouviez pas prendre également les locataires que vous vouliez. Pour moi, c'était quelque chose qui me présentait trop de contraintes. Voilà. Je n'aime pas ne pas avoir les mains libres, c'était trop contraignant. Certes, il y avait une défiscalisation importante, c'est indéniable, mais j'ai découvert d'autres moyens aussi d'équilibrer cette partie budgétaire. Aujourd'hui, la question ne se pose même plus parce que les programmes de défiscalisation, pour l'instant, il n'y en a plus. Il y en aura forcément parce qu'on va dire que tous les... Il n'y en a plus, si tu veux. Je crois que tu as encore le Pinel Plus maintenant qui est... Il y a des on va dire, des dérivés. Et puis, de toute façon, tous les 4-5 ans, il y a une nouvelle, oui, forcément. des nouveaux programmes de défiscalisation qui arrivent. Mais l'idée, c'est, au-delà de ça, j'ai toujours dit, faire de l'immobilier, ce n'est pas que sur la contrainte de... il ne faut pas penser à réduction d'impôts. La réduction d'impôts, la défiscalisation, ça vient en plus. Bien entendu, c'est un équilibre. Il faut trouver un équilibre global dans votre équation, mais ça vient en plus, ça viendra naturellement. Il faut penser à votre modèle économique par rapport à votre situation à un instant T. Si vous bénéficiez d'un avantage fiscal en plus, tant mieux. Mais il va falloir penser déjà à l'optimisation du modèle actuel. Et concrètement, aujourd'hui, investir en France, parce que je vais rebondir sur une petite anecdote, un échange qu'on avait eu récemment, où tu me disais que ça t'ennuyait aujourd'hui d'investir en France. Ça t'ennuyait, en tout cas, le processus de négociation t'ennuyait. On va dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont automatisées. Et il fut un temps, en effet, où et je pense que pour eux, c'est moins agréable également, mais il fut un temps, tu rentrais dans une banque, tu préparais ton dossier, tu venais avec un dossier complet,
tu allais t'entretenir avec ton interlocuteur ou avec le directeur de la banque, et il y avait une vraie discussion, un vrai échange. C'était une vraie relation commerciale sur laquelle nous allions pouvoir trouver voilà, des points d'accroche et sur lesquels nous allions sortir à la fin de cette discussion sur un plan d'action gagnant-gagnant, sur dire « Ok, moi je vous accompagne sur un crédit immobilier, bon, suivant, voilà, c'est peut-être certains documents à rajouter ou autres dossiers, mais je suis prêt à vous accompagner. En contrepartie, voilà mes conditions, elles sont celles-là, celles-là, celles-là. » Aujourd'hui, malheureusement, c'est de moins en moins vrai, parce que les contraintes se sont renforcées avec les banques et on va dire que les décisions en agence se font beaucoup plus rares. Généralement, c'est remonté à un siège et donc les décisions peuvent être plus longues, plus tardives. Vous demandez plus de documents et ce côté humain qu'on pouvait avoir entre deux personnes qui vont se parler existe de moins en moins. Je trouve ça un petit peu, étant aussi dans le commerce, ça m'impacte parce que pour le coup, j'aime ce côté, cette rencontre, cet échange que nous sommes en train d'avoir entre toi et moi, avec les personnes qui vont nous regarder également. Il y a un échange, il y a quelque chose auquel je tiens particulièrement. Ça, c'est une première chose. Et puis, tu m'as posé la question de savoir aujourd'hui comment je voyais finalement l'évolution du marché. Finalement, le marché immobilier, il est un peu particulier. Il est un peu particulier parce que les taux ont augmenté, le contexte géopolitique fait que les taux augmentent. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Là, on voit une petite tendance à la baisse, mais est-ce qu'on retrouvera les taux qu'on avait avant, 1%, 1,5%, etc. Non, ça, c'est une anomalie. Ça, c'est une anomalie et ça ne devrait pas exister. Au contrario, certains disent que c'est cyclique, tu vois, et que forcément qu'on reviendra un jour ou l'autre dans un cycle où on aura des taux très très bas. Je pense qu'on n'a pas de boule de cristal, mais investir à 1% tel qu'on l'a fait pendant un certain nombre d'années, ça a boosté les prix de l'immobilier. Les prix de l'immobilier étaient devenus extrêmement chers. L'immobilier, de toute façon, les prix de l'immobilier sont toujours constants. Donc, soyons clairs, il peut y avoir des petites baisses, mais finalement, quand on regarde sur 10 ans, 15 ans, 20 ans, le prix de l'immobilier va continuer à augmenter. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, moi, je pense qu'avoir des taux aussi faibles que ce qu'on a eu, c'est vraiment une anomalie. Ça ne s'était jamais produit. Est-ce que ça va revenir? J'y crois pas. Par contre, est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça peut redescendre vraiment? Est-ce qu'on va rester aux alentours de 3-4% ou est-ce qu'on va plutôt être aux alentours de 2-2,5%? Ça, c'est un autre débat. Ça se discute. Moi, je pense en effet qu'il y a un moment, quand on aura un peu plus de stabilité économique et autres, on pourrait retourner sur des taux à 2%, 2,5%. Ça ne me choquerait pas. Plus bas, j'ai plus de doutes. Maintenant, par rapport au marché, il faut voir quand même qu'il y a toujours une demande sur le marché locatif qui est de plus en plus forte. On n'a jamais eu autant de personnes qui étaient dans le besoin de se loger. Tout type de biens. Vous pouvez avoir des familles, vous avez des professionnels, vous avez des étudiants. Je pense beaucoup aux étudiants parce que c'est toujours une contrainte énorme de se loger lorsqu'on est étudiant. Je l'ai connu aussi et j'ai l'impression qu'en fait aujourd'hui, contrairement aux années où j'étais étudiant, ça commence à remonter un petit peu, c'est devenu vraiment un parcours du combattant. Ça devient très très compliqué dans les grandes villes de France de se loger pour les étudiants et donc c'est la raison pour laquelle je continue malgré tout des fois à investir dans des opportunités pour les étudiants pour les aider également. T'entends quoi par là? Parce qu'aujourd'hui l'offre est trop élevée ou parce que justement quel est en fait le facteur? Non, il y a trop de demandes. Il y a beaucoup de demandes et puis en fait, si tes taux sont plus élevés, si tu as moins d'investisseurs qui achètent, ça veut dire que tu as un parc qui stagne. Qui stagne, tout simplement. Donc aujourd'hui, si tu as moins d'investisseurs, ça veut dire que tu as moins de personnes qui arrivent sur le marché pour faire des travaux et pour rénover des bâtisses, pour rénover des appartements. Et donc, tu as moins de biens à disposition sur le marché. De facto, tu te retrouves avec des personnes avec une demande qui continue à croître, parce que la demande continue à croître, mais tu as moins d'offres sur le marché. Ce qui va se passer, c'est que donc, par conséquent, les prix, les loyers, sauf quand on est dans des villes où les loyers sont encadrés, mais les loyers, globalement, vont continuer à augmenter. Et c'est une vraie problématique, là où on voit que les salaires, où on voit que, globalement,
tout augmente, sauf les salaires. Les salaires n'augmentent pas, donc il y a un moment où il pourrait y avoir un point de blocage où les gens vont avoir de plus en plus de difficultés à se loger. On le voit déjà aujourd'hui, et j'ai peur que cela se renforce à l'avenir. Et tu penses qu'aujourd'hui, investir dans des studios, c'est quelque chose qui peut être pertinent pour les jeunes investisseurs? Il faut vraiment trouver des bonnes opportunités. Aujourd'hui, quand vous avez quand même globalement un marché qui est tel que celui qu'on peut connaître, l'investissement dans le studio, c'est pas forcément ce que je préconiserais. Aujourd'hui, s'il y a un investissement que je vais préconiser aujourd'hui, c'est l'investissement dans des immeubles de rapport. Vous avez dans certaines zones, en périphérie de Paris, que vous allez dans la périphérie de grandes villes et autres, vous pouvez trouver des immeubles de rapport pour pas très cher. Le gros avantage, c'est que, certes, oui, c'est souvent des immeubles sur lesquels vous allez avoir en fait des travaux importants parce que vous allez devoir tout rénover, faire les divisions, créer les différents lots, etc. Discuter avec l'urbanisme parce que c'est des permis de construire qui peuvent être un peu lourds, etc. Certes, mais pas de charge de copropriété. Vous maîtrisez Monopropriété tout le temps. Monopropriété, pas de problématique de voisinage, etc. Et Je suis d'accord avec toi, mais je pense que le studio, c'est encore pertinent à condition forcément de l'emplacement. Et surtout parce qu'aujourd'hui, on en voit, je ne sais pas si tu connais Mastéos, je crois que c'est comme ça que ça s'appelait. Le fondateur de cette boîte-là, aujourd'hui, il investit en fait dans des studios, voire même des chambres de bonne qui rénovent avec un niveau de finition digne des plus grandes suites en fait de jets privés ou de cabines en fait de yachts. Et en fait, c'est un niveau de luxe et de prestation qui est hors norme. Et forcément, hein, bien sûr, hein, je dis ça, c'est pas forcément des choses qui sont accessibles à tout le monde. Mais dans ce cas de figure-là, je pense que investir dans des studios ou ce genre de choses pour avoir pour vocation de mettre en place de faire des travaux qui vont vraiment améliorer la valeur perçue du bien et surtout le confort des locataires, là, je pense que ça peut être intéressant. Je suis d'accord avec toi, si ce n'est que, j'y mettrai un bémol, c'est que ce sont des investissements qui vont être donc coûteux. Donc le ticket d'entrée va être important. Première chose, avec un emplacement pour ce genre de bien absolument premium, c'est absolument nécessaire. Deuxième chose. Dernière chose, quelle est la cible? La cible, finalement, va être réduite. C'est là où l'emplacement, finalement, va faire toute la différence. Parce que tu vois, par exemple, sur un secteur tel que le Triangle d'Or de Paris, tu te doutes bien que les différents locataires que tu vas avoir, ce genre de choses, tu ne peux pas le faire dans certaines... Il y a des conditions qui doivent être réunies, en fait, pour... Oui, je suis d'accord. C'est la raison pour laquelle l'immeuble de rapport présente un autre avantage aussi. C'est que vous êtes en capacité aussi de faire sur votre immeuble, suivant la division que vous allez faire, suivant les tailles de biens que vous allez faire, vous allez être aussi en capacité de créer des lots avec des loyers qui vont être plus cohérents, etc., avec peut-être des loyers un peu moindres. Moi, je sais que j'ai également investi dans des zones, on va dire, semi-rurales, parce que dans des zones très urbaines, les loyers sont assez élevés. Il y a un certain nombre de personnes qui ont du mal à se loger. J'ai également investi dans des immeubles en zone semi-rurale pour une raison très simple. Donc, c'est que moi, en termes de prix, j'allais réussir à acheter ces immeubles de rapport à des prix défiant toute concurrence, c'est une certitude. Donc, mon investissement, mon coût global d'acquisition, on ne parle pas de prix, mais on parle bien de coût global d'acquisition, était, j'allais dire, relativement modéré, assez peu coûteux au final. Et donc, je suis en capacité de mettre ces biens à disposition à des loyers assez faibles, même très faibles. Et donc, d'attirer d'autres personnes, des gens qui n'ont pas forcément les moyens, qui ont des bons profils, mais qui n'ont pas forcément les moyens d'être en zone extrêmement urbaine ou autre, où on voit que les loyers s'envolent. Et donc, ça permet de mettre à disposition des biens à des gens vraiment très sérieuses et d'avoir un panel dessus assez large. Le sujet que j'aimerais aborder avec toi, c'est en ce qui concerne, dans le cadre d'Optimimo, on a vu énormément de clients aujourd'hui qui finalement ne savent pas ce qu'ils achètent. C'est vrai. C'est la triste vérité. Je pense qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui achètent et qui investissent dans l'immobilier ne savent pas ce qu'ils achètent parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils signent. Alors ça c'est un constat. C'est que la plupart des gens ne savent pas ce qu'ils ont signé.
Est-ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils achètent? Je ne sais pas. Parce que généralement, globalement, on va dire quand même, c'est qu'ils visitent les biens, donc ils savent à peu près ce qu'ils ont acheté. Par contre, ils ne vont pas se concentrer en effet, ils vont complètement déléguer à leur notaire la partie assemblée générale, lire les anciennes assemblées générales. Donc, en effet, ils n'ont pas l'historique du bâtiment. Ça arrive très régulièrement. J'ai une petite anecdote sur le sujet. J'ai été, moi également, dans cette situation où j'avais signé un compromis dans un appartement, un beau T2, dans un immeuble haussmannien, magnifique. Et en fait, comme beaucoup d'anciens immeubles, quand je suis rentré dans l'appartement, il y avait une courbe au sol. C'est-à-dire que ton sol était vraiment complètement incurvé, ce qui fait sens dans ces vieux immeubles. Voilà. Donc généralement, il faut faire un régrillage complet, etc. Et dans l'enveloppe de travaux que tu vas faire, ça doit être prévu. Sauf que je trouvais ça étrange, parce que je la trouvais vraiment très importante. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, je vois la dernière AG, rien de particulier. Je dis, ok, c'est bon, on est pas mal. Et j'ai un très bon notaire et d'excellents clercs de notaire qui travaillent avec lui, ça c'est très important. Et ils ont fait une analyse beaucoup plus poussée que moi. Et ils ont lu les 3 dernières AG. Et en remontant à 3 ans auparavant, ils ont découvert qu'il y avait un mur porteur chez le voisin du dessous qui était tombé. Il avait fait tomber pour agrandir une pièce. Mais l'information à la copropriété a été donnée tardivement. Et donc, j'ai appris qu'il y avait un risque d'effondrement au niveau de cet appartement-là. Il y a une procédure qui devait être lancée, qui a tardé, etc. Et donc, sur la dernière AG, rien n'était mentionné. Donc évidemment, j'ai tout de suite alerté l'agence qui voulait me vendre cet appartement. On a longuement discuté, je me suis retiré de l'affaire. Et on est typiquement dans ce genre de bien où si pour X ou Y raison j'avais fait l'affaire, là je serais dans une situation très compliquée. Alors ça aurait été délicat, effectivement. Il y a toujours possibilité de dénoncer une vente comme ça, parce que là on peut se dire il y a un vice caché. Mais malgré tout, voilà, c'est une contrainte supplémentaire. C'est un risque en plus. Donc surtout, lisez bien les assemblées générales, faites-vous accompagner de votre notaire et essayez de tout analyser ensemble. C'est extrêmement nécessaire. Ça vous permettra d'éviter ce genre d'erreur que j'ai failli faire moi également de mon côté. Oui, parce que finalement, si on fait le bilan un petit peu des retours qu'on a eus, dans 80% des cas, ceux qui ont investi en France il y a quelques années perdent quelques milliers d'euros, voire plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est généralement des gens qui n'ont pas le temps. Soyons clairs, aujourd'hui chez Optimimo, la plupart de nos clients sont des personnes qui travaillent H24, ils sont soit cadres, soit indépendants, soit cadres supérieurs, soit chefs d'entreprise, et ils travaillent non-stop. Donc ils n'ont pas le temps. Pour eux, l'immobilier, c'est une source de diversification des revenus. Sauf que, et puis, avant toute chose, on va quand même y revenir, c'est que il y a eu beaucoup de personnes qui sont arrivées pour faire du conseil, pour faire de la formation en immobilier. Bien sûr. Et qui leur ont dit, il faut acheter, il faut diversifier. Et ils ont raison, il faut le faire. Mais il ne faut pas le faire n'importe comment. Et ces personnes-là, pour le coup, on dit, OK, on y va aussi. Et puis, les conseillers ne sont pas les payeurs. Ils ont investi, ils ont suivi, ils ont demandé conseil à un certain nombre de personnes. Et aujourd'hui, factuellement, quand ils tirent le trait, et quand on tire le trait avec eux, ils se rendent compte que, en effet, ils vont perdre 10, 15, 20 000 euros par an. Parce que quand on ne parle pas uniquement du prix de l'acquisition, mais bien d'un coût global d'acquisition en prenant tout en compte dans votre investissement, eh bien on se retrouve dans une situation où finalement l'opération qui devait être plus ou moins rentable, elle est plus moins que plus. Et c'est là où tu vois, les gens ont souvent tendance à se référer à des experts, à des techniciens. Parce que tu vois, on a eu ce cas de figure-là où en fin de compte, on nous dit non, je vais passer par mon notaire, je vais passer par mon comptable, je fais confiance à un tel, un tel, un tel. Mais en fait, j'ai lu un bouquin là récemment, Factfulness, où le gars il t'explique que concrètement, pour comprendre le monde, il faut des chiffres. Mais tu peux pas comprendre le monde avec des chiffres. Et souvent dans l'immobilier, je fais le parallèle avec ça, c'est que c'est souvent le cas, c'est que les gens pensent tout savoir parce qu'ils ont un super comptable, ils ont un super notaire, ils ont de super avocats, mais ça fait pas tout. Et souvent, il faut reprendre la situation dans sa globalité pour justement savoir ce qui va pas. Et nous, c'est ce qu'on voit quasiment au quotidien chez Optimimo, c'est que la majorité des gens ont tous des super comptables, des super notaires, mais en attendant, est-ce que ce super comptable, ce super notaire, ce super avocat te permet de récupérer 10, 15 000 euros, tu vois ?
Alors, je pense que si tu veux, il y a aussi des situations qui sont particulières. Un exemple concret, j'ai vécu des situations où il fallait que je me débrouille moi-même pour trouver les solutions. C'est-à-dire que tu prends des conseils auprès de ton notaire, tu prends des conseils auprès d'un avocat, tu prends des conseils auprès d'un expert comptable, tu essayes de trouver des solutions. Ils sont là pour t'aider. Et ils vont te trouver des pistes de solutions. Mais la mise en œuvre, comment faire pour l'installer, pour convaincre, pour essayer d'optimiser ce scénario, tu es tout seul au final. Tu es tout seul. Il faut se former en continu et c'est vraiment essentiel. Je vais te donner un exemple concret. Moi, j'ai créé une SARL de famille. Tu vas me dire, c'est un peu particulier comme modèle. Non, c'était pour faire de la location meublée avec mon frère. Et donc, on le faisait dans le cadre ça pouvait rentrer dans ce cadre-là. Eh bien, l'idée, si tu veux, j'avais l'idée en tête. J'avais l'idée, je ne savais pas si ça existait ou pas. C'est mon expert comptable qui m'a dit, écoute, je pense que tu pourrais aller vers un modèle SARL de famille. C'est peu répandu, etc. Parce que on était aux alentours de 2016, 2017, etc. Et c'était assez peu répandu. Et en effet, quand j'allais voir les banquiers, je suis désolé, mais je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir qu'on crée le modèle dans le système. C'était très compliqué. Et puis finalement, OK, mais comment est-ce que ce modèle-là va m'impacter sur tous les aspects, y compris auprès de l'URSSAF, auprès, etc. Parce qu'à partir du moment où vous créez... Et puis, je découvre que finalement, il y a des vides juridiques, il y a des possibilités d'optimisation, etc. précurseur finalement sur ce modèle-là. Précurseur, précurseur, je ne sais pas. Je sais que simplement, ce n'était pas un modèle très répandu. Et qu'auprès des banques, il fallait convaincre, il fallait leur expliquer en quoi consistait le modèle et comment le mettre en place. Et ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile du tout. Mais ça fait partie des choses sur lesquelles on sait aussi aujourd'hui, on a beaucoup plus de retours. Ça fait 12-13 ans maintenant qu'on fait de l'immobilier, donc on a ce retour-là, on a une capacité à accompagner nos clients de manière beaucoup plus large. On est aussi en capacité de les mettre en relation avec les bonnes personnes, avec le bon réseau, qui fait que ils ne seront pas démunis et on pourra les accompagner complètement. Pour rebondir là-dessus, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'on voit assez régulièrement quand on étudie les modèles économiques, c'est surtout la fiscalité. Et je pense que c'est important qu'on souligne l'importance de la fiscalité dans un modèle économique. Qu'est-ce que tu peux dire, toi La première chose que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas aller chercher systématiquement la réduction d'impôts, etc. Je pense que ce n'est pas la bonne idée, ce n'est pas la bonne manière de prendre les choses. Par contre, se dire que la fiscalité peut avoir un impact sur mon investissement, ça c'est une certitude, c'est une vérité. Donc ce qu'il faut, c'est tenir compte de cette fiscalité et savoir quel est le meilleur modèle économique par rapport à l'investissement que je vais faire. Je vais prendre un exemple concret. Quelqu'un qui souhaite, qui a vu un bien, qui pense demain à se créer un petit patrimoine, pas forcément pour lui, pour le céder à ses enfants, etc., qui se dit je vais l'acheter en nom propre. Pourquoi ? Si on veut le céder à ses enfants, peut-être l'acheter en société plus intéressant et peut-être les intégrer d'ores et déjà dedans, suivant leur âge. Première chose. Deuxième chose, votre bien a-t-il besoin de travaux, de rénovation et autres ? Oui, non, non. Alors, ça veut dire que potentiellement l'impact fiscal, si vous souhaitez le louer en location nue, par exemple, va pas être neutre, c'est-à-dire que vous allez payer de l'impôt assez rapidement dessus, alors que si vous partez sur une vision plus meublée ou autre, ou si vous partez sur un investissement dans une société à l'IS, vous serez moins impacté. Donc, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. C'est de se dire, quelle est votre situation. C'est vraiment au cas par cas à chaque fois, en fait. Exactement. C'est la raison pour laquelle chez Optimimo, on ne fait pas de formation générale, on fait un accompagnement. On fait un accompagnement pour aider les clients par rapport à leur situation. On fait une analyse complète de leur situation, un statut aujourd'hui, à l'instant T, et dire, OK, vous voulez aller là, vous voulez investir pour votre retraite, vous voulez investir parce que vous souhaitez transférer à vos enfants du patrimoine, etc. Concernant l'immobilier, bien sûr. Et à ce moment-là, on va vous aider. Et on va vous aider à développer le bon modèle. Donc moi, ce que je te propose, c'est qu'on lance un débat
Parce qu'on a vu que dans le cadre d'Optimio, on a beaucoup de clients qui ont souvent des biens en location nue, qu'on accompagne pour les faire passer en location meublée. Sauf que des fois, ça peut être pertinent d'avoir de la location nue. Donc moi, je vais prendre le parti de la location nue et toi, le parti de la location meublée. Ça me va très bien. Ok. Moi, je pense que la location nue, c'est mieux parce que en fait, les baux sont plus longs. Donc souvent, on a des baux de 3 ans reconductibles. Donc, ça nous assure une stabilité en termes de revenus. En plus de ça, si tu veux, on a moins de turnover, surtout au niveau des locataires. Moins de charges pour ce qui va être, si tu veux, tous les travaux de rassainissement, pour remettre en état, pour remettre en location un bien. Et en plus de ça, en termes de fiscalité, c'est beaucoup plus souple. Là, c'est très simple. C'était soit au réel, soit en microfoncier. Et dans le cadre d'une SCI, directement à l'IR. Oui, tu as la possibilité de faire l'IR ou IS. Oui, tu as raison. Et de basculer de l'une à l'autre. Ok. Alors, je vais reprendre tes arguments. Ce que tu dis, c'est que la location nue, grosso modo, tu as des baux de 3 ans. Exact. Donc, forcément, potentiellement, tes locataires vont rester plus longtemps. Alors, moi, je pense que tu as raison sur cet aspect-là. C'est-à-dire que sur la location nue, ce que tu es en train de me dire, c'est que les gens vont ramener leur propre mobilier, ils vont rester plus longtemps, ils vont s'investir plus longtemps. Oui. Mais dans le cadre de la location meublée, on va pas s'adresser à la même clientèle. La location, et je trouve que pour en avoir fait, essaye de faire de la location nue dans le cœur de Paris, dans le cœur de grandes villes comme Nantes, Bordeaux et autres. Toujours ce stress quand les personnes emménagent, de se dire attends, il faut que j'emménage à tel endroit, etc. Il faut organiser le déménagement. Mais le camion, il ne peut pas passer de telle heure à telle heure parce que les rues vont être bloquées, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Je trouve que c'est... moi, j'en ai parlé avec beaucoup de locataires. C'est ce qui m'a fait... Parce qu'à la base, je fais beaucoup de location nue. Et en fait, je suis passé sur du meublé de plus en plus. Parce qu'il y avait toujours ce stress des locataires. Et ce fait de se dire... Non, mais c'est trop contraignant. Être en hyper-centre, c'est super contraignant. Et donc, le fait d'avoir des biens qui soient meublés... premièrement... Je suis d'accord que d'un point de vue déclaratif, ça va être sûrement un peu plus contraignant parce que tu vas amortir, mais justement l'amortissement est une force. L'amortissement, pour le coup, tu vas amortir le prix de ton bien, tu vas amortir ton mobilier et donc tu vas avoir pour le coup un impact fiscal plus intéressant que sur la location nue. Sur la location nue, pour le coup, une fois que tu as fait tes travaux, tu te retrouves dans une situation où... tu vas payer de l'impôt très rapidement lorsque tu es en nom propre, je veux dire, ou dans une SCI à l'IR. Après, je pense que c'est aussi une question de positionnement, en fait. Quel est le marché sur lequel tu vas te positionner? Parce que pour de la location nue, souvent, on va chercher des jeunes couples qui vont chercher à louer pour de la résidence principale. Alors que sur du meublé, tu vas peut-être plutôt partir sur des étudiants, ce genre de choses. Et souvent, c'est bien connu, hein, tu as plus de contraintes sur le meublé. En plus de ça, tu as plus de turnover. Alors, tu as plus de... C'est vrai parce que la durée des contrats que tu vas avoir sur le meublé va être plus courte. On va être sur 1 an, contrairement à 3 ans sur la location nue. Donc, tu as forcément plus de turnover. Est-ce que, si tu veux, tu vas avoir... comme j'ai dit, hein, l'impact fiscal est le plus intéressant parce que tu vas amortir. Maintenant, je pense que tu es dans le vrai sur un point, c'est tu as dit que tout dépend de la localisation du bien, etc. et de ce qu'on va vouloir en faire. Est-ce que de la location nue, c'est forcément que pour les jeunes couples? Non, pas que. C'est un peu plus large que ça, mais globalement, tout va dépendre de la localisation. Je te rejoins sur un point, c'est que quand tu es en hypercentre, tu vas privilégier le meublé. Lorsque tu vas être plus en périphérie ou en zone semi-rurale, ce que j'ai pu faire en semi-rural, évidemment que je suis en location nue. Je ne vais pas me mettre en meublé parce que, et là je te rejoins, la location nue, les gens vont arriver avec leur mobilier et donc ils vont s'investir plus durablement. C'est une vérité. C'est vrai. Et puis c'est surtout que moi, ce que je vois dans la location meublée, c'est la dégradation finalement du mobilier. C'est vrai. Il va y avoir tu vas intégrer ton mobilier et puis tous les 4-5 ans, il va falloir le renouveler, le changer. Ah, peut-être un peu plus, mais il est amorti. En vérité. Oui, mais ça représente quand même des coûts
C'est vrai. supplémentaire finalement. Ça représente un coût supplémentaire, mais du fait que tu l'amortis et tu vas avoir un impact fiscal qui est plutôt favorable. Donc, si tu veux, certes, tu vas devoir réinvestir sur un nouveau canapé, sur des nouveaux matelas, etc. etc. Mais parce qu'il y a une liste d'ameublements qui est très claire dans les cadres des règles du meublé, mais tu vas avoir un impact fiscal plutôt favorable. Et donc, c'est ce qui te permet d'anticiper la chose. Mais en termes de gestion, c'est quand même beaucoup plus chronophage. Ce que je veux dire par là, c'est que voilà, tu dois organiser des états des lieux plus régulièrement. Donc, si c'est pas toi qui t'occupes des états des lieux, avoir un bon gestionnaire ou quelqu'un qui va pouvoir s'occuper de reposter les annonces, accueillir les locataires, faire toutes les tâches en fait chronophages à la mise en location d'un bien. Alors, c'est exact. Tu peux aussi ajouter le fait qu'il y a une comptabilité un peu plus stricte et donc le besoin d'un expert comptable. Ça, c'est vrai. Mais à contrario, tu vas avoir des revenus qui vont être plus importants parce que les loyers du meublé sont généralement plus élevés que ceux de la location nue. C'est vrai. Et en cas de revente, du coup... Alors, en cas de revente, il faut bien se faire conseiller par son expert comptable. Ça, c'est la première chose que je dis. C'est essentiel. Et globalement, en cas de revente, il va y avoir pour la location meublée, suivant le statut que vous avez, soit vous allez être au régime des particuliers parce que vous êtes en loueur meublé non professionnel, soit au régime des professionnels parce que vous êtes loueur meublé professionnel. La différence entre les deux statuts, c'est que tout va dépendre en fait des loyers meublés que vous allez toucher et du salaire que vous touchez à côté. Il y a une règle qui est très claire, qui est quand vous allez sur Internet, vous pouvez mettre LMNP versus LMP et vous avez en fait les critères qui s'affichent et qui vous permettront d'avoir tous ces détails-là. Et donc voilà, suivant que vous soyez dans un statut ou dans l'autre, vous n'avez pas les mêmes contraintes lorsque vous vendez le bien. Il y a aussi le côté où sur le meublé, sur certains montages en société, tu as la TVA aussi. Qui vient s'appliquer et ça peut peut-être être aussi contraignant pour notamment beaucoup. Lorsqu'on fait de la location courte durée. Il y a, suivant les modèles que vous choisissez, vous avez possibilité d'être affecté à la TVA. Encore une fois, la location meublée peut être un peu plus lourde, mais vous pouvez faire de la location meublée toute simple, sans TVA, en louant des particuliers, pas en louant des professionnels, en amortissant simplement votre bien et en renouvelant votre mobilier tous les 5, 6, 7 ans. Et puis vous vous retrouvez dans une situation qui est assez simple, que vous gérez très facilement avec un expert comptable. D'ailleurs, chez Optimimo, nous avons un réseau d'experts comptables que nous proposons et qui peuvent vous accompagner. Et donc, on a certaines facilités. La location nue, oui, on va pas le cacher, c'est d'un point de vue gestion, c'est assez simple. D'un point de vue vente, vous êtes assujetti au simple régime des particuliers. Ça veut dire que vous êtes assujetti à l'impôt sur la plus-value en cas de revente d'une manière très simple, avec une exonération totale, sur 22 ou 30 ans, suivant les cas. Sur tes différents investissements, tu pars plus sur de la location meublée que sur de la location nue maintenant. C'est variable. C'est très variable. Je vais le faire par rapport à une situation. Un bien en zone semi-rurale, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas partir sur la location meublée. Je vais partir sur la location nue. Un bien hyper-centre dans une grande ville de France telle que toi, à l'époque, sur le loft, tu l'as loué. Par exemple, le loft. Le loft, il était meublé à 100%. J'avais mis un certain nombre de services avec. Tout était mis à disposition et ça me permettait, moi, de louer ce type de bien. Ce type de bien-là, un loft non meublé, en hypercentre, avec des contraintes donc, pour l'ameublement, et puis avec des contraintes aussi en termes d'espace dans la copropriété. C'est pas possible. C'est pour la raison pour laquelle ce genre de bien, il faut les louer meublés et ce intégralement. Et puis, c'est mieux aussi également pour l'apaisement au niveau de la copropriété. Je te rejoins que là où ça peut être aussi un peu contraignant, la location nue, en cas de revente, surtout, c'est sur le droit de préemption des locataires. Alors, oui, au niveau du locataire, voilà. Parce que le droit de préemption, de manière générale, au niveau de la mairie, existe. Mais par contre, au niveau des locataires, c'est exact.
il y a un droit de préemption dans le cadre de la location nue, c'est-à-dire que si vous décidez de vendre, le locataire a la primeur. Il a la primeur. Maintenant, c'est pas. Moi, personnellement, je ne le vois pas comme une contrainte. Je pense qu'il y a d'autres contraintes à prendre en compte. Si on regarde bien, en fait, si on fait une synthèse en fait de ce qu'on s'est dit, hein, parce que bon, le débat nu contre meublé, je pense qu'il a jamais de fin. Il y a des avantages aux deux modèles. Même si j'ai une préférence à titre particulier pour le meublé, bah, c'est pas pour autant que je vais pas faire de location nue. Et l'avantage, c'est que l'un comme l'autre, tu vas avoir des structures qui vont te permettre de l'accompagner. Et si on résume un petit peu, la location, si vous voulez faire de la location nue, de la location en nom propre, j'allais dire, la location en nom propre, bah, privilégiez le meublé, ça va être plus intéressant pour vous d'un point de vue fiscal. Et je pense que ça peut vous attirer quand même avec des biens meublés haut de gamme. Vous allez avoir une certaine clientèle vraiment intéressante. Si vous voulez vous lancer sur un modèle type SCI, plutôt à l'impôt sur le revenu, bah là, faites de la location vide, intégrer de la location vide. Ça vous permet de capitaliser sur un patrimoine et dans le cadre d'une SCI, possibilité de commencer à le transmettre. C'est vraiment intéressant. Vous pouvez intégrer des membres de votre famille et autres. Et la SCI à l'IR, dans ce cadre-là, je pense, c'est la structure parfaite pour ça. N'oubliez pas que la SCI à l'IR, vous pouvez mettre dedans que des biens loués vides. Si vous voulez intégrer dans une SCI des biens type meublé, vous basculez automatiquement sur une SCI à l'IS. Le gros avantage, c'est que vous pouvez basculer d'une SCI à l'IR vers la SCI à l'IS, alors que l'inverse n'est pas possible. Et puis enfin, si vous voulez commencer à aller sur des baux commerciaux, sur des biens un peu plus grands et autres, vous avez des SAS, des SCI à l'IS ou autres structures qui vous permettent très bien de le faire. Pour conclure, je pense qu'en fait, finalement, c'est vraiment du cas par cas. Ça va être complètement. Ça va vraiment dépendre en fait des objectifs respectifs de chacun, de la vision qu'ils ont. Est-ce qu'aujourd'hui, ils investissent à titre patrimonial ou à titre de rendement pur et dur? Donc ça, c'est vraiment du cas par cas. C'est que souvent, on pense qu'il y a une recette toute faite, alors qu'en fait, c'est tout le temps, c'est une recette faite sur mesure, en fait. C'est exactement ce qu'on propose chez Optimimo. Il n'y a pas de recette magique, ça n'existe pas, et tout va dépendre de la situation du client. Encore une fois, ils ont tous un point commun, c'est que la plupart du temps, ils n'ont pas le temps. Donc la plupart du temps, ils perdent de l'argent. Oui, dans la majorité des cas, ils perdent de l'argent sans même s'en rendre compte. Bien sûr, sinon ils ne nous appelleraient pas, mais à partir du moment où ils constatent, il y a un constat en effet de perte de cash, qu'il y a un constat qu'ils n'ont pas le temps de faire, en fait, ils ont la possibilité de le sous-traiter. C'est dans ce cadre-là où nous, on intervient, on vient les épauler et on va les accompagner pour essayer on va dire, de limiter cette perte et voir comment est-ce qu'on fait en sorte pour que l'opération soit à l'équilibre. Et pour ça, il y a une analyse de l'existant. Il faut analyser le statut des personnes, de leur patrimoine, et faire une analyse complète. À partir du moment où on a fait cette analyse, on est en capacité de mettre en place un plan d'action. Bon, écoute, moi je pense qu'on est bon. Est-ce que tu as un dernier mot de la fin pour clôturer cet épisode? Le mot de la fin, ce que j'aimerais aujourd'hui dire, c'est que je pense que l'immobilier est quand même un pilier important de l'investissement, de la diversification au niveau des actifs pour que ce soit pour nos clients, mais pour chacun. Moi, j'ai commencé à investir dans l'immobilier finalement assez tard. J'avais fin de vingtaine, début de trentaine non, mais fin de vingtaine, j'ai commencé à investir. Finalement, si je revenais en arrière, on dit souvent ça, hein, si j'avais su, j'aurais investi avant. Oui, c'est vrai. C'est le cas aussi pour moi. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire maintenant. Si vous voulez, on va se retrouver toujours dans la situation de dire « bon, c'est trop tard ». Mais c'est toujours trop tard. Donc je pense que chaque période vient avec une contrainte. Il y a quelques années, la contrainte, c'était que les prix étaient très élevés, mais les taux étaient très bas. Aujourd'hui, la contrainte est complètement inversée. Je tiens à ajouter que durant cette période-là, pour avoir des biens immobiliers, c'était très compliqué dans certaines zones. Moi, j'ai acheté durant cette période-là en région parisienne, sur Paris également. Et en fait, il y avait
aucun pouvoir de négociation. J'essayais de négocier en disant, voilà, moi j'achète sans condition, etc. C'était extrêmement compliqué pour négocier les prix. Aujourd'hui, on est dans un rapport de force qui est inversé. On est dans une situation où les taux sont plus hauts. Donc l'accès à la propriété se fait plus difficilement. Donc vous, en tant qu'acheteur, vous avez la possibilité de drastiquement négocier les prix. Faites-le. Aujourd'hui, sur chaque bien, on peut négocier. Ouais, Il y a quelque chose à je suis négocier. assez d'accord. Et je pense qu'il ne faut pas faire peur aux gens dans le sens où il faut faire, il faut investir, il faut le faire, mais il faut essayer de bien le faire. Alors, lisez ce qu'on vous propose et surtout, comprenez ce que vous achetez. C'est très, très important parce qu'aujourd'hui, la majorité des gens qui investissent ou qui ont investi il y a quelques années ne savent même pas ce qu'ils ont acheté. Négociez et lisez. Mais il faut faire des erreurs, forcément. Mais en tout cas, essayez d'optimiser ce temps-là et cet argent perdu en faisant dès le début en fait les bons choix. Ah, il est clair que faire les bons choix d'entrée de jeu au niveau du bon modèle économique, savoir comment investir, vers quoi aller, c'est vrai que c'est préférable. Après, c'est pas parce que vous faites des erreurs au démarrage que vous pouvez pas corriger. À titre personnel, j'ai fait beaucoup d'erreurs, j'ai investi sur certains modèles, j'ai même acheté des choses que finalement, au final, avec le temps, je regrette. Mais c'est comme ça. Eh bien, c'est pas grave. On revend. Dans notre cas, j'ai fait évoluer le modèle économique. Il y a toujours des possibilités. La problématique, c'est que ça coûte. Et donc, forcément, il est préférable de faire les bons choix d'entrée de jeu pour éviter d'avoir à repayer pour ça. Mais globalement, il y a toujours une solution pour s'en sortir. Ce qu'il faut, c'est être bien conseillé. C'est la raison pour laquelle j'encourage chacun à regarder les quelques vidéos qu'on a pu mettre en ligne, à nous contacter s'ils souhaitent avoir plus de conseils. On a mis en place quelques outils pour faire des analyses précises, pour faire une analyse en quelques minutes sur certains biens qu'ils ont, pour savoir comment est-ce qu'on fait pour optimiser, rentabiliser, voir les quelques leviers qu'on pourrait avoir très très rapidement pour assurer certains. Ça peut leur permettre ensuite de venir nous voir plus facilement et donc de s'engager plus rapidement et qu'on puisse les aider. Bah écoute, merci Damien pour ce petit mot de la fin. N'oubliez pas, plus vous êtes nombreux et plus nous serons en mesure de vous accompagner, de communiquer sur des sujets extrêmement intéressants en ce qui concerne l'immobilier. À très bientôt sur Optimum. Vous pouvez directement nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Instagram, YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, laisser des commentaires. Il y a toute une série de podcasts qui arrivent avec différents intervenants, tous plus intéressants que les autres. Donc abonnez-vous et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode.